Alors du coup, je présente tout seul, mais je présente tout seul un travail qui a été réalisé à deux, qui a été réalisé avec Étienne Artru, qui est également psychologue clinicien, qui est doctorant du coup lui à Lyon 2 et en codirection également à l'université de Nancy. Donc je vais vous présenter un petit peu le travail qu'on a effectué. Je vais commencer par vous introduire un petit peu le contexte, la littérature sur lequel on s'est basé pour commencer et qui nous a fait nous poser cette question de recherche. Expliquer un peu la méthodologie qu'on a utilisée. On a utilisé très classiquement le protocole PRISMA utilisé pour les revues systématiques de littérature. Vous présenter les principaux résultats. Alors pour l'instant, ce sera une synthèse de là où on en est dans les résultats qui n'ont pas fini d'être analysés et ensuite lancer une discussion qui pourra se poursuivre par des échanges. Du coup, pour un petit peu introduire notre propos, on est parti d'un objet d'étude, les pratiques thérapeutiques de transe. On s'intéresse vraiment aux états de conscience modifiés qui sont produits dans un contexte, qui est un contexte particulier, qui est le contexte thérapeutique, avec une demande, un objectif de changement, quelqu'un qui vient voir un thérapeute dans un but donné. Et on vient se demander un petit peu comment est-ce qu'une phénoménologie qu'on pourrait dire neutre, par exemple de l'hypnose sans suggestion particulière, peut être colorée justement dans ce contexte particulier qu'est la thérapie par la demande, par la pathologie du patient. Le deuxième élément, c'est pour tenter une compréhension un peu fine de ce qui se vit dans cette pratique thérapeutique de transe, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est vécu par le patient à ce moment-là, ce qu'on appelle la phénoménologie. C'est le point de départ, on va dire, de la compréhension du changement. Qu'est-ce que vit la personne durant cette expérience? Et pour penser ce vécu-là, qui est individuel, qui est subjectif, on s'est dit que ça serait intéressant d'aller voir ce qui se faisait dans la littérature qualitative, qui nous semblait être des méthodes employées pour vraiment aller cerner de manière fine ce qui était vécu dans la subjectivité des patients. Pour remonter un petit peu à l'origine de cette science de l'expérience vécue, la phénoménologie, qui est une discipline qui est impulsée par le philosophe Edmond Husserl, l'objectif premier de la phénoménologie, c'était de retourner à l'essence des phénomènes. C'était de retourner à la chose même en mettant entre parenthèses toutes les postulats, toutes les théories qu'on pouvait avoir à côté. C'est ce qu'il a appelé la réduction phénoménologique, cette parenthèse qu'il a nommée épochée, qui permet de retourner à l'expérience vécue, retourner à la chose même dans la subjectivité du patient. Et ensuite, cette dimension individuelle subjective, il a fallu l'élaborer dans une science pour en faire des connaissances scientifiques, et on a tenté d'objectiver un petit peu quelque chose d'essentiellement subjectif. Et donc, en partant des travaux du CERL, après de créer des courants en psychologie pour étudier la phénoménologie, étudier le vécu subjectif d'une manière scientifique. Donc la méthodologie qu'on a utilisée, c'est la méthodologie issue du protocole PRISMA, qui est une approche très systématisée, reconnue dans les sciences médicales et les sciences humaines et sociales, pour permettre de faire une revue systématique qui comporte un certain nombre d'items et de critères à remplir, et une méthodologie que je vais vous présenter rapidement, disons en la décomposant en 3 étapes. La première, si les titres s'affichent... Ah bah les titres s'affichent pas. Bon, et c'est pas grave. Donc là, normalement, il y a des titres hein, au-dessus d'objectifs, critères, stratégies de recherche. Donc la première étape, ça va être de concevoir, de faire un plan de recherche où on va penser à quel est l'objectif du coup de la revue, où on va essayer de mettre des critères et établir la stratégie, quelle base de données on va utiliser. Ensuite, ça va être la deuxième étape, la sélection des articles, où on va faire la recherche dans toutes les bases de données avec les critères qu'on s'est donnés. Le screening, c'est regarder un petit peu qu'est-ce qui pourrait correspondre en écartant ce qui de toute évidence ne correspond pas au niveau des titres et des résumés. Et ensuite, tester tous les articles qu'on a sélectionnés. On appelle ça le test d'éligibilité. Je vous montrerai le diagramme de flow après, qui permet de voir un petit peu ce processus-là. Et enfin, avoir les résultats, évaluer la qualité des articles, les éventuels biais qu'on a pu trouver, les méthodes utilisées, prendre les résultats d'une manière stricte et sans les interpréter, et ensuite seulement les synthétiser et les discuter. Donc pour nous, notre objectif, ça a été d'identifier la nature des recherches empiriques systématisées et les vécus phénoménologiques des états de conscience modifiés qui étaient provoqués dans ces pratiques thérapeutiques de transe, dans les recherches qu'on a trouvées. Du coup, 3 critères qui ne s'affichent encore pas. Alors... il faut s'imaginer les 3 critères. Le premier critère,
Vous le visualisez là, en haut, le premier? Alors les trois critères qu'on a utilisés, donc le premier, c'est justement que les articles parlent de pratiques thérapeutiques de transe. Ça paraît simple à dire comme ça, mais en fait, chercher pratique thérapeutique de transe ou thérapie utilisant des états de conscience modifiés, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que bien sûr, il y a des mots génériques, trance, therapeutic trances, mais on a aussi dû identifier certaines pratiques dont on savait qu'ils utilisaient des états de conscience modifiés, donc on a aussi inclus des mots comme méditation, comme psychothérapie assistée par psychédélique, etc. Ensuite, deuxième critère, c'est le fait que ça parle du vécu, que ce soit des articles qui viennent investiguer ce que les personnes vivent avec des mots du coup comme experience, patient experience, etc. Et ensuite, aller rechercher que des articles dans la littérature qualitative, avec des mots-clés comme qualitative research ou des méthodologies comme focus group, semi-structured interview, qui étaient des méthodes qualitatives. Là, j'espère que ça va s'afficher, sinon je vais être un peu coincé. Oui. Donc là, c'est le diagramme de flow pour vous montrer un petit peu toute la littérature dans laquelle on a été chercher. Donc déjà, on a été dans les articles de base de données et on a identifié 4000 articles. C'est beaucoup. Donc dans les bases de données scientifiques, qu'on a aussi ajouté à d'autres articles qui n'étaient pas dans les données scientifiques, dans ces bases de données-là, mais qu'on savait pouvoir être intéressants, et Prisma permet ça. Donc on avait 2 articles qu'on a aussi fait passer ces tests d'éligibilité-là, mais qui venaient pas des bases de données. Donc on a supprimé les doublons, heureusement il y en avait plein, on s'est retrouvé avec 2659 articles, qu'on a passé au screening, dont on a lu les titres et ou les résumés. Et donc, on en élimine encore 2354, et il reste 305 articles qu'on a testés. Donc, on a lu entièrement pour vérifier qu'ils allaient bien avec nos 3 critères, en plus, bien sûr, des 2 autres qu'on avait présélectionnés. Et donc, on en a enlevé un certain nombre, alors pour des raisons simples, en fait, qui répondaient pas aux critères qu'on s'était donnés, et on se retrouve avec 60 articles qu'on a inclus dans la littérature. Ça ne veut pas dire que c'est toute la science, ça veut dire que c'est une science particulière, c'est celle qui est dans les bases de données scientifiques, empiriques, et qu'il y a beaucoup d'autres études qui ont été faites dans d'autres cadres que des recherches systématisées, et ça ne veut pas dire du tout que c'est l'entièreté de la science, c'est juste les recherches empiriques systématisées à ce propos. Et donc 11 articles en attente qui sont en cours de traitement parce qu'on n'a pas encore reçu des auteurs les articles, ça c'est un détail. Donc, on obtient 24 pratiques de méditation, avec précisément de la MBCT, MBCR, de la pleine conscience basée sur le mouvement, et puis beaucoup d'autres pratiques qui ne sont pas bien dénominées, qui sont individuelles, en fait la majorité. Des pratiques qui utilisent des substances psychoactives, principalement psilocybine, ayahuasca, kétamine et d'autres. 2 en hypnothérapie, on pourrait se dire wow, c'est pas beaucoup. En fait, c'est ce dont je vous parlais avant, c'est-à-dire que l'hypnothérapie s'est étudiée depuis longtemps avec des recherches qui sont pas des recherches empiriques systématisées, et des colloques comme aujourd'hui ou des livres qui sont écrits, ils sont pas dans ces bases de données-là. Ça veut pas du tout dire qu'on n'a pas la connaissance, juste il faut aller la chercher ailleurs. 2 articles sur des pratiques de chamanisme, de pratiques traditionnelles, et 3 autres pratiques. Alors, c'est spécifiquement un question d'isolation sensorielle, un article utilise une réalité virtuelle, un casque de réalité virtuelle qui remet, qui essaye de créer des effets considérés comme des effets psychédéliques, et une en thérapie intégrative avec beaucoup de pratiques utilisées et qui n'étaient pas classables ailleurs. Et au niveau des troubles, alors là pour le coup c'est beaucoup plus vaste. Les demandes, les pathologies qu'il y avait, c'était alors en bleu c'est des troubles psychiques, troubles mentaux, avec beaucoup de troubles anxio-dépressifs ou liés à l'usage de substances. En vert, des troubles somatiques et des maladies, et vert clair, troubles somatiques et maladies associés à des troubles anxieux, particulièrement intéressant. Et après, de même, une autre catégorie avec d'autres troubles ou des troubles qui ne sont pas bien spécifiés. Ça donne au total 1270 participants. Et au niveau du recueil des données, c'est principalement des entretiens semi-structurés. La grande majorité, sur 60, on a 48 entretiens semi-structurés, qui est la méthode principale en psychologie qualitative. Au niveau de l'analyse des données, pour le coup, il y a plusieurs méthodes utilisées, théorie ancrée, IPA, analyse thématique qui revient souvent, et d'autres qui sont moins spécifiées ou qui sont plus particulières. Donc on a analysé ces 60 articles-là,
en prenant en compte toutes ces données, en les répartissant selon les pratiques d'un côté et selon les différents troubles pour essayer d'aller finement regarder ce qui bougeait pas dans les vécus des personnes. Bon, je vous fais pas tout le détail. Ce qui est intéressant de voir, c'est que du coup, pour les pratiques méditatives et qui utilisent des substances psychédéliques, c'est quand même bien réparti. C'est-à-dire qu'on a des informations sur les vécus dans plein de pathologies différentes, si ce n'est troubles psychotiques avec les substances psychoactives, ce qui est un critère d'exclusion en fait la plupart du temps. Du coup, je vais balayer rapidement, parce qu'on n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails. Comme ça vous fera peut-être lire nos travaux si vous avez envie. Peut-être ça vous... Voilà. Des principaux vécus phénoménologiques qu'on retrouve, certains tout le temps, certains dans certaines pathologies, en commençant par les vécus émotionnels, qui varient énormément. Il y a une grande variété dans les vécus émotionnels, et avec beaucoup de difficultés à trouver des points d'accroche, même dans une même pathologie, avec une même pratique de transe, on a des vécus émotionnels qui varient énormément, et dans l'intensité, c'est-à-dire si c'est des émotions qui sont fortes ou juste quelque chose de passager moins intense, et dans la valence, des choses très positives, notamment dans la méditation, on retrouve beaucoup la paix, l'amour inconditionnel, des choses comme ça, et des fois négatives, y compris même en méditation, où on retrouve de la tristesse, de l'anxiété, de la panique. Alors dans une étude, par exemple, alors je vais citer beaucoup d'études, ça ne veut pas dire que c'est la totalité, ce sera à chaque fois quelques exemples. Dans un article où on utilise la MBCT pour des patients bipolaires, donc la méditation, il y a un intérêt pour les effets négatifs et on va retrouver de la peur, de l'anxiété, de la panique, très fréquents sur les 18 patients inclus dans l'étude, voire même des événements traumatiques, même si c'est plus rare. Dans un autre article de Belser, on utilise la psilocybine avec des patients atteints de cancer en comorbidité avec des troubles anxieux. Les patients font des expériences d'imagerie mentale. Alors, par exemple, un patient, je vous épargne mon anglais, je le traduis, qui raconte « Quand j'étais à mon enterrement, il y avait cette tristesse immense, comme un deuil. Quand je suis passé par cet endroit infernal, l'émotion du désespoir. Quand j'ai atterri dans le jardin, j'ai ressenti un soulagement. À ce bal, cette joie profonde. » Donc voilà, qui fait des expériences d'imagerie, qui vient balayer comme ça très rapidement différents vécus émotionnels. Ensuite, des sensations, des vécus corporels, là beaucoup plus attachés à certaines pratiques, notamment la relaxation, qui revient quasiment systématiquement dans la méditation, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne peut jamais systématiser et dire que c'est que dans ces pratiques-là, parce que c'est aussi présent dans presque toutes les autres formes de pratiques, dans plusieurs articles sur les psychédéliques, où il y a des sensations de confort et de relaxation. Et on retrouve aussi ça dans l'hypnose, dans le psy-réel, la réalité virtuelle et le question d'isolation. Et on se rend compte que là, la variable qui va le plus être prédictive de la relaxation, ça va plutôt être le setting, le milieu thérapeutique dans lequel ça va être exercé. Il y a plutôt une grande différence entre le fait que ce soit dans un milieu avec un thérapeute, dans un cadre sain, une pièce blanche, etc., quand c'est des exercices faits à la maison, par exemple. La question de l'embodiment, donc c'est une focalisation qui est positive sur le corps. Là, pour le coup, on le trouve vraiment dans les articles méditation et aussi dans les articles où il y a des maladies somatiques, donc avec l'idée de vivre, habiter son corps de manière paisible. Ensuite, des vécus dissociatifs qui sont présents surtout dans les articles psychédéliques, en fait dans tous, dans l'hypnose également, chamanisme, isolation sensorielle un petit peu, et moins dans la méditation, mais on en a également. La différence va pas être forcément dans cette catégorie dissociation, mais plutôt dans la manière dont elle va être vécue et pour le coup dans l'intensité, notamment avec les pratiques psychédéliques. Et après, au niveau de la purge physique, là on est vraiment bien plus ancré sur une pratique et un trouble particulier. On le retrouve quasiment que dans les addictions et ou les pratiques ayahuasca. Là, on a un biais, c'est-à-dire que toutes les pratiques à addiction sont traitées avec de l'ayahuasca. Donc, on ne peut pas différencier si c'est lié à l'un ou lié à l'autre. En tout cas, pas avec nos résultats. Après, il faut les analyser. Et puis après, beaucoup de sensations corporelles qui peuvent être des sensations de légèreté, qui peuvent aussi être, et ça c'est intéressant, des sensations de douleur, comme dans l'exemple que je vais vous traduire, dans un article de Kane en 2006, où il y a de la méditation pour des femmes qui ont subi des violences sexuelles. J'étais vraiment conscient de la douleur, surtout celle de mes blessures. Quand je médite pas, je peux l'ignorer, et quand je médite, la douleur se fait vraiment présente. Donc une attention au corporel qui vient aussi faire ressentir les douleurs. Et un aspect intéressant,
qu'on retrouve dans les articles sur les psychédéliques pour les douleurs chroniques, un effet comme ça de catharsis ou d'insight physique. Donc dans l'article que j'ai cité de Bornerman et ses collaborateurs, les 11 participants, la totalité de l'étude, expliquent avoir ressenti d'un soulagement physique, par exemple en se mettant à pleurer, avec des picotements, en se mettant à vocaliser, en ressentant une décontraction musculaire. Et tous ces participants, à travers ce vécu, effectuent comme une décharge des douleurs qui sont expulsées hors du corps. Le troisième type de vécu, c'est des altérations de la perception. Alors là, il y a une grande diversité et on le retrouve dans vraiment quasiment l'entièreté des pratiques, notamment la distorsion spatio-temporelle qui est très importante. Par exemple, dans un article d'Iwakuma et ses collaborateurs, de la méditation avec des personnels soignants où il y a eu un tremblement de terre, après un tremblement de terre, un soignant qui raconte « J'ai été choqué de constater que 45 minutes s'étaient écoulées, où ces 45 minutes ont semblé vraiment courtes et pendant la méditation, j'étais parti quelque part avec des nuages. » Donc vraiment une sortie de la sensation normale du vécu temporel et aussi du vécu spatial. Des perceptions auditives avec, par exemple, dans l'article de Brixma, la musique change, c'est tellement étrange, passant de rapide à très lent, les chansons lentes deviennent encore plus lentes. C'est un article avec l'utilisation d'eskétamine pour des patients dépressifs. Et dans ce même article-là, également des perceptions corporelles, des sensations qui agissent sur ou dans le corps. Oui, par exemple, j'ai commencé à ressentir une vibration dans mon corps, lentement, et comme elle s'aggravait, c'était comme si je pouvais l'entendre. Et pour finir, juste aborder les synesthésies qui sont, on en parlait tout à l'heure, des stimuli qui sont perçus d'une modalité sensorielle et traités dans une autre modalité. Dans un article de Belser, par exemple, qu'on retrouve beaucoup, avec l'utilisation de la psilocybine sur des patients diagnostiqués avec un cancer et anxiété. Un autre type de vécu intéressant, c'est ce qui se passe au niveau de la pensée et avec un intérêt particulier sur ce qu'on appelle l'insight. Donc au niveau de la pensée, on peut aller d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'un arrêt de la pensée, d'un ralentissement de la pensée, principalement avec les pratiques méditatives, mais on le retrouve aussi avec les psychédéliques sous d'autres formes, avec plutôt l'idée d'un vide psychique. Et de l'autre côté du spectre, un espace mental élargi, des pensées qui vont justement beaucoup plus rapidement, une plus grande facilité à penser, les pensées qui se fluidifient. Et quelquefois lié à une acceptation, un non-jugement, l'idée que y a un détachement, un lâcher-prise, un letting go des pensées qu'on retrouve dans la méditation sous la forme de les pensées se ralentissent et les pensées passent, je les juge pas, mais qu'on retrouve également dans les articles psychédéliques avec plutôt quelque chose qui va être de l'ordre de les pensées vont vite, elles passent au-dessus de moi et je les laisse passer, mais du coup pas forcément avec le vide ou le ralentissement des pensées qu'il y a dans la méditation. Et enfin, le changement de perspective, l'insight, qui est un vécu particulier à un moment dans la pratique où le patient va pouvoir justement changer de perspective, changer quelque chose qui va avoir un impact fort dans sa vie. Je pense que j'ai pas trop le temps, je vais pas vous lire la citation, on va la passer. Pour passer au dernier vécu, qui est le seul vécu qu'on retrouve vraiment quasiment que dans les expériences psychédéliques, en tout cas dans la littérature qu'on a étudiée, les vécus mystiques et spirituels, avec des sentiments d'unité, de connexion aux autres êtres vivants, ou voire à l'univers tout entier. Ça correspond à 13 articles en psychédélique. La rencontre d'entités, de sentiments de présence, par exemple des proches vivants, des proches décédés. La dissolution de l'ego, le sentiment d'accès à des vérités spirituelles, l'ineffabilité, c'est-à-dire l'incapacité de pouvoir décrire l'expérience, des expériences de mort ou de renaissance, plus rares, et le sentiment de voyage dans le temps ou dans l'espace, également plus rares. Voilà, on a balayé un petit peu. Je sais que comme ça, sans rentrer dans le détail des résultats, ça peut vraiment faire une grande quantité. Mais en tout cas, il y a vraiment une grande pluralité à la fois dans les pratiques, c'est-à-dire qu'on fait croire qu'on a 24 articles méditation, mais en fait, les 24 méthodes, les 24 pratiques utilisées sont vraiment différentes, y compris quand elles portent le même nom. Mais on a quand même 4 catégories de vécus qui reviennent quasiment systématiquement. Ça veut dire que c'est la même catégorisation de vécus, mais que les vécus sont toujours subjectifs et qu'ils varient à l'intérieur des mêmes processus. Mais ça ne veut pas dire que les vécus sont identiques.
Ensuite, pour discuter un petit peu des méthodes, on a trouvé particulièrement intéressant d'utiliser les méthodes qualitatives, comme je disais, comme point de départ. C'est-à-dire qu'on met de côté les théories qu'on utilise, on part vraiment du vécu, de ce que vivent les gens, on investigue la phénoménologie et on remet le vécu comme point de départ pour après penser les processus de changement qui ont lieu pendant et dans l'après-coup pour pouvoir créer quelque chose de l'ordre de la théorie qui prend en compte à la fois de manière chronologique ce que vit le patient et au niveau des processus. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que on a des méthodes qui sont quantitatives avec des outils. Alors on parle souvent du 11D ASC, qui est un des outils qui permet de voir s'il y a un état de conscience modifié et de le caractériser, mais qui sont du coup des listes d'items, vous cochez sur une échelle de Likert, et du coup cette échelle, elle ne change pas, c'est des outils qui ont été créés, et notamment là par exemple pour le 11D ACS, qui a été créé vraiment sur les psychédéliques, et on n'a pas pris l'entièreté des phénomènes, et il y a des phénomènes qu'on trouve ici qui ne sont pas du tout évalués dans ces échelles-là, et donc ça mériterait qu'il y ait un dialogue entre les méthodes qualitatives et les méthodes qualitatives pour créer les outils qui soient les plus pertinents et les plus fins aussi dans le quantitatif. Et enfin, penser la phénoménologie avec une approche plurielle, j'en parlais tout à l'heure, c'est pas l'entièreté de la science qu'on a été regarder, c'est une partie des articles scientifiques, seulement ceux qui sont dans les bases de données internationales sur les articles empiriques. Donc ça veut dire que quand on a des résultats comme ça, il faut pouvoir les mettre en perspective, les mettre en lumière avec les connaissances théoriques, avec les cliniciens qui ont des patients et qui ont déjà fait des travaux considérables, et avec des pratiques dont on a déjà une source de connaissances importante, par exemple comme l'hypnose. Je vous remercie de votre attention. Merci Gaëtan pour cette chouette présentation très intéressante. J'ai deux questions à te poser. La première, c'est quand tu parles du setting, est-ce que dans les études que tu as recensées, les auteurs tiennent compte de la relation thérapeutique et de l'impact qu'elle va avoir sur la phénoménologie qui est rapportée par après par les patients? La deuxième, c'est est-ce que ils tiennent aussi compte de l'effet de la suggestion ou de l'intention donnée, parce que je sais surtout dans les psychédéliques qu'il va y avoir une augmentation de la suggestibilité après la consommation de la substance. Est-ce qu'ils tiennent compte de cette variable dans les études que tu as incluses dans ta revue systématique? Oui. Alors, déjà sur le setting, c'est très fréquent dans les revues empiriques comme ça qu'il y ait un paragraphe vraiment sur le setting. C'est-à-dire qu'ils vont expliquer clairement où les patients étaient, avec quel genre de thérapeute, etc. Mais souvent, l'idée avec les recherches comme ça, c'est quand même qu'ils voient le thérapeute pour cette étude-là, que ce soit différencié du chercheur, un peu comme s'il y avait des fois du double aveugle. Et donc, la plupart du temps, il y a peu d'approche de la relation thérapeutique et de ces aspects-là. Ça revient très peu. Sur le côté suggestibilité, faut savoir qu'en fait, en psychédélique, souvent, on utilise du coup le fait qu'il y ait une suggestibilité accrue pour donner une consigne. Alors du coup, ce qui fait que l'expérience est en effet pas neutre, c'est-à-dire que la personne, elle vient pour travailler sur quelque chose et on lui dit, pendant l'expérience, on lui donne une consigne par rapport à sa problématique et qu'elle essaye de vivre, et donc on se sert de la suggestibilité. Donc en effet, c'est quand même quelque chose qui est tenu en compte et qui est pris en compte dans les études. Ouais. Merci.